Bonjour Nicolas. Salut Bouchra. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, où on révèle la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, contrairement à l'accoutumée, l'invité c'est Nicolas. Nicolas a accepté de se prêter au jeu. Alors Nicolas, pour commencer, je te propose de te présenter et présenter ton activité. Je suis Nicolas Escartin, cofondateur de Créacilla. Qu'est-ce qu'on fait chez Créacilla? On forme, on coach et on anime des ateliers pour les entreprises et les entrepreneurs afin de les booster et de faire en sorte qu'ils réussissent. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé sur cette émission, mais on fait autre chose que créer du contenu Exactement. sur YouTube. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Peux-tu nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que chef d'entreprise et ce que tu as fait pour la surmonter? La plus grosse difficulté que j'ai eue en tant que dirigeant, ça a été d'accepter de pas être parfait. Alors, je dis pas que je suis parfait, il y a pas de problème, mais j'ai tendance en fait à vouloir aller dans la perfection quand je fais des choses, que ce soit professionnel ou personnel. Par exemple, tu m'as déjà dit de nettoyer les fenêtres et j'ai passé 2 heures à nettoyer les fenêtres, elles étaient impeccables. Et toi, tu t'attendais plus à ce que ça dure 10 minutes. Donc voilà, c'est pour donner un petit exemple. Alors, plus professionnel, pour le site web, quand on avait voulu le lancer, je pense que tu as passé des semaines à essayer de créer de zéro le site web pour au final que mon côté dépêche-toi, en fait, il pose un jalon et donc on est parti sur une version très épurée au départ. Et donc voilà, j'ai tendance à vraiment vouloir réfléchir beaucoup des choses en amont pour que ce soit un succès dès le départ. Tout est prévu, tout est bien construit, réalisé, etc. Et en fait, quand on est entrepreneur, au bout d'un moment, il faut sortir les choses, il faut aller vite d'une certaine manière. Alors pas trop vite, faut pas non plus que ce qu'on réalise, ce qu'on propose, soit médiocre ou de mauvaise qualité. Mais il y a un ajustement à faire entre le parfait et le suffisamment qualitatif pour attirer. Donc ça a été ma plus grosse difficulté à rencontrer. Comment j'ai fait pour la surmonter? Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai constaté effectivement que c'est la loi de Pareto, le 20-80, que en fait si je passais 20% de mon temps sur quelque chose, en général j'avais réussi déjà à 80% de la qualité de ce quelque chose. Et derrière, pour réussir à atteindre les 100% pour aller vers la perfection, je me rends compte que il fallait 80% du temps supplémentaire pour y arriver. Donc déjà ça c'est difficile parce qu'on se dit si on veut sortir les choses et c'est nécessaire parce que si on veut gagner de l'argent au bout d'un moment, il faut que les choses sortent. Donc si on veut sortir les choses suffisamment vite pour gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent dans la société, il faut au bout d'un moment s'arrêter. Donc ça a été la première la première chose que j'ai découverte dans le monde de l'entrepreneuriat. Épiphanie, comme disait Quan. Ouais, épiphanie, exactement. Une autre façon en fait une autre façon de voir d'améliorer en fait cet aspect-là. Ça a été tout simplement de te demander ou de demander aux autres. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la fin de quelque chose, donc lorsque je termine par exemple le site web, une page du site web, etc., plutôt que d'attendre de moi-même penser qu'elle est terminée, je la montre en amont, parce que d'autres personnes peuvent me dire c'est déjà très bien ce qui a été fait. Et donc là, je peux m'arrêter, ou alors dire non mais il reste encore ça à faire, mais au moins on peut prioriser à plusieurs, si oui ou non, il y a des choses à faire. Et vu que je parle de priorité, c'est pour moi le dernier élément, ça a été de réussir en fait à réellement prioriser les activités et les sous-activités à faire avec un bon système de priorisation qui permet de se dire ok, voilà toutes les activités nécessaires pour arriver à un MVP, donc quelque chose qui est commercialisable,
et voilà toutes les activités qu'il faudra qu'on fasse ensuite pour l'améliorer. Voilà. Ok. Ce dont tu parles, c'est un driver. Donc, en fait, c'est ancré en toi et le changer, c'est... Je sais pas si c'est vraiment possible. Je sais pas si c'est un objectif en soi pour toi. Non, 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 je sais que je suis comme ça et que je vais chercher la perfection. Ce que j'essaye de faire, c'est ne pas forcément le changer, mais utiliser en fait ça pour pouvoir me dire, ok, il reste tant de travail à faire, mais accepter par contre de m'arrêter à un moment donné. C'est exactement ça, en fait. Tu tires bénéfice de ton driver et puis t'as mis des garde-fous pour quand tu pars dans l'excès de perfection qui va te demander des semaines pour mettre un hologramme derrière une page de vente. D'ailleurs, c'est le cas aussi hein, quand on parle de futurs projets, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans la réalisation. Tu l'as vu, hein, il y a plein de moments où j'ai plein d'idées, je lance plein d'idées, et sauf que le problème en faisant ça, c'est que la personne qui reçoit ces idées, c'est à elle de filtrer et de dire non, mais en fait, là, ce que tu es en train de dire, il y a une partie qui est pour dans 5 ans et une partie qui est pour tout de suite. C'est ça, il faut... C'est vrai que quand on discute avec toi, il faut savoir faire le tri et les priorisations. Des fois, tu pars loin. Mais c'est très bien, ça ouvre beaucoup de perspectives, en fait. Et tu as beaucoup d'idées. Ok. Est-ce que tu veux bien nous parler de la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre? Quand on a commencé, on a eu notre premier client très vite. Même premier jour, en fait, quasiment de l'entreprise. Donc ça, c'était top. Le rêve de tout entrepreneur. Voilà. Et en plus, c'était un client qui permettait de faire le chiffre d'affaires nécessaire pour une entreprise voilà, comme ce qu'on veut atteindre. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais on s'est rendu compte que ce client-là, j'étais au 4/5e à peu près de mon temps pour ce client. Et en fait, c'est difficile de créer une entreprise qu'au 1/5e. Alors, c'était pas tout à fait 1/5e parce que je travaillais du coup sur le sujet le soir, le week-end, etc. Ah, mais au démarrage, il y a besoin de se concentrer sur le sujet. Et du coup, toi, tu t'es senti un petit peu seul, ou en tout cas pas suffisamment épaulé sur le sujet parce que moi, je passais mon temps avec ce client. Donc petit à petit, on s'est dit, bon, on va réduire le temps alloué au client. Donc le mois suivant, on a négocié avec lui pour passer de 4/5e à un mi-temps. On avance, on commence à créer les futurs produits qu'on voulait faire, à développer la stratégie qu'on voulait mettre en œuvre. Et en fait, c'était pas suffisant. On s'est rendu compte que, encore une fois, le mi-temps, c'était pas possible pour pouvoir continuer dans cette démarche de monter l'entreprise. Juste, je t'arrête là. Comment tu as fait pour négocier avec un client une baisse du temps? Comment tu allais le voir en lui disant La première baisse du temps, parce qu'il va y en avoir d'autres, cette première négociation, ça a été plutôt simple. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été franc avec lui et transparent. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que l'entreprise était encore toute jeune, qu'il avait besoin de faire des choses pour l'entreprise, et que du coup, il fallait que je libère du temps. Bon, ça, c'est le constat, on va dire. Et ensuite, pourquoi il l'a accepté, comment il l'a accepté? Je lui ai fait une proposition, je lui ai dit que en parallèle, je pouvais faire en sorte de déléguer une partie des activités que je faisais auprès du client avec des personnes de son équipe. Et ce qui a permis du coup qu'il accepte, tout simplement. Donc tu as préparé une délégation en interne de façon à préparer ta baisse de charge. Voilà. Okay. Et je lui ai montré finalement sur les 6 mois à venir, grosso modo, que mon activité pouvait très bien rentrer dans un mi-temps, etc. Okay. Donc j'avais vraiment préparé les choses. Mm-hmm. Donc comme je le disais, on est arrivé à peu près en décembre, mi-temps, etc.
Et là, on s'est rendu compte que ça suffisait toujours pas et qu'il fallait qu'on arrête. En fait, les produits ne sortaient pas, on avait besoin de les avancer. Et donc c'est ça la plus grosse difficulté que j'ai eue à ce moment-là, ça a été d'accepter de me séparer, de nous séparer de notre premier client. Il me semble que le plus difficile, c'était pas de lui dire, c'était d'accepter dans ta tête en fait. Exactement, le plus difficile c'était d'accepter. En fait, la complexité de la décision alors, cette décision était complexe parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. La première chose c'était que perdre ce premier client, c'était de perdre 95% du chiffre d'affaires d'un coup. Donc ça à prendre en compte. C'est énorme. Et du coup, il fallait bien faire nos calculs entre guillemets prévisionnels pour se dire, ok, si on fait ça, c'est pour que derrière, on ait plus des rentrées d'argent suffisantes pour que le chiffre d'affaires qu'on crée compense le chiffre d'affaires qu'on perd. Et de toute façon, une décision, on la prend toujours avec tout un tas d'éléments, en ayant la vision la plus systémique possible sur le sujet. Malgré tout, il y avait aussi un côté, cette fois-ci, un peu plus émotionnel, c'est-à-dire que un client, on s'attache à lui, entre guillemets, on a envie de l'aider. Et on sait que arrêter une prestation auprès du client, c'est forcément, si on l'aide plus, ce client, il va potentiellement rater quelque chose ou avoir plus de difficultés, etc., etc. Et nous, comme on vend une prestation de conseil ou une formation, voilà, peu importe la prestation qu'on lui vend, on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner. Et pour moi, il y avait une dissonance entre le fait de justement vouloir accompagner le client et lui dire, en fait, stop. Malgré tout, on a pris cette décision. Et cette fois-ci, il y a eu une autre négociation, parce que j'anticipe la question. Il y a eu une autre négociation, et là, en fait, finalement, on n'a pas vraiment... la négociation a été une négociation, cette fois-ci, tarifaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on a calculé... Qui a négocié? C'est moi. D'accord. On a calculé, en fait, que tout le temps que je passais chez ce client, on a essayé de calculer la valeur de ce temps par rapport au temps que je ne passais pas pour les créations des produits, pour la commercialisation des produits chez Créacilla. Et ce temps-là, on s'est dit, si on doit avoir quelqu'un à qui je délègue ce temps, donc soit embaucher à mi-temps par exemple un directeur général, ou avoir plutôt qu'embaucher, ça pouvait être aussi un prestataire par exemple, exactement, combien ça coûterait. Donc on a fait le calcul, et on s'est rendu compte tout simplement qu'il fallait du coup on augmente de je sais plus combien... De souvenir, c'était 30%. Ouais, c'est de 30 à 40% le tarif auprès du client. Oui, donc en fait, tout le temps que tu as passé en clientèle, tu perdais 30% tous les jours. Je lui ai dit en décembre, à partir de 2021, j'augmente mes tarifs de 30%. Évidemment, c'est une négociation, donc il m'a dit ouais, là c'est un peu tard, ce que tu me dis. Du coup, est-ce que tu acceptes qu'on augmente que de 10-15% sur le mois de janvier? Et à partir de février, par contre, on applique le tarif de 30%. Je lui ai dit ok, on fait ça. Je savais très bien qu'au bout d'un moment, en fait, ce client ne voudrait pas rester avec moi sur le long terme avec ce tarif-là. Et donc c'est comme ça, en fait, que au mois de février, on a arrêté le contrat. Tout simplement parce que il voulait pas payer ces 30%. Donc en fait, on a fait un biseau, on appelle ça un biseau, c'est qu'il a pris quelqu'un d'autre au mois de janvier. Et pendant le mois de janvier, en fait, cette personne-là, je lui ai délégué, on a mis en place un processus de délégation complet de tout ce que je faisais auprès de ce client, pour qu'au mois de février, je puisse arrêter la prestation. Et donc ils ont pu intégrer en interne l'activité? Exactement, et donc ça s'est passé plutôt bien, on s'est séparés en bons termes avec le client, c'était très bien. Et derrière, on a pu vraiment travailler comme il fallait, à 100% de notre temps, chacun sur l'entreprise, donc c'était top. D'accord, sacrée histoire quand même.
quitter son premier client, Mhm. un client fiable qui te fait 95% du CA, et tout ça pour travailler sur des produits qui hypothétiquement vont marcher ou pas. Ouais, mais au bout d'un moment, si on a toujours un parachute, on n'avance pas, quoi. Ça a été la seule grosse décision ou difficulté comme ça, ou est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter? Il y en aurait plein. Je pense qu'on fera d'autres épisodes pour raconter tout ça. Quel est le secret de ta résilience? Je pense qu'il y a plein de choses. La première chose, c'est que je suis ultra curieux. C'est-à-dire que j'adore apprendre des nouvelles choses. Tous les jours, tout le temps. Donc, sortir de ma zone de confort pour découvrir des choses, ça, en fait, ça fait partie de ma nature. D'ailleurs, je passe mon temps, mes journées, dès que j'ai du temps libre, etc., à essayer de découvrir de nouvelles choses. Je pense que je suis un boulimique d'apprentissage de toutes sortes. Parfois qui n'ont rien à voir avec notre boulot en plus, donc c'est potentiellement inutile. Mais moi, je sais pas pourquoi je trouve ça utile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un éternel optimiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, en général, je le prends avec le sourire et je me dis toujours, je vois toujours le verre à moitié plein, c'est-à-dire que je dis toujours c'est pas grave, on va trouver un moyen de rebondir, il y a quelque chose à faire, c'est un moyen d'apprendre, voilà, je baisse jamais les bras en fait tout simplement. Ou alors si ça arrive, c'est la fraction d'une seconde et après c'est reparti. Il y a une troisième chose, c'est que, et ça c'est quelque chose dans ma carrière, avant d'avoir lancé la boîte, j'avais déjà ça. J'adore les situations de crise. Ça, c'est les consultants. On adore ça. En fait, plus on a un problème difficile à résoudre et gros, plus je m'éclate. Et donc, en fait... Surtout quand le jalon est très proche. Ouais, c'est ça. En gros, en situation de crise... Dans une journée, la bombe va exploser. C'est ça. En situation de crise, en fait, je suis dans mon élément, je suis à fond, tout s'organise parfaitement. C'est... Comment dire? Il y a un cadencement qui se crée, il y a des choses qui se font. Et du coup... une crise, la résilience, c'est quoi? C'est justement survivre à des crises. En fait, moi, à un moment donné, vu que la situation de crise, j'aime bien ça, je vais réussir à la résoudre, et donc derrière, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, je pense que ça fait partie de mon secret de résilience. C'est pas forcément bien pour tout le monde, parce que le problème avec ça, c'est qu'on pourrait être tenté du coup de générer des situations de crise vu qu'on s'y sent bien, alors que il vaut mieux éviter. Alors moi, c'est ce que je fais personnellement. Je me crée des jalons ou des obligations en mode cette date, Ouais. si ça dépasse, c'est trop tard, c'est la fin du monde. Et du coup, c'est ce qui fait que je vais foncer. Mais par contre, on est différent dans notre gestion de crise. Toi, tu es d'un calme marathonien, alors que moi, je suis en feu, je cours partout. Non, moi, je reste calme. Mais oui, c'est vrai que ça fait partie de moi aussi. Un autre secret? Il y a pas grand-chose qui me touche, mais je pense que ça fait partie de tout ça, l'optimisme, le fait d'être bien dans des situations de crise, etc. J'ai aussi ce calme à peu près constant. C'est très rare que je m'énerve. Et surtout, je suis capable quand je me suis énervé, de revenir très vite à une situation de calme. Il me suffit de 10 minutes. Je me mets une petite vidéo YouTube, hop, je me mets dans une bulle et au final, ça redescend très vite, quoi. Bon, alors je sais pas si tu t'es auto-envoyé les questions du tac au tac, mais surprise, il y a des questions du tac au tac. Tu peux y répondre directement. Si tu avais envie, tu peux donner une explication. Sinon, on se contentera de ta réponse et on t'en demandera pas trop si t'as pas envie. Plutôt recrutement ou prestataire externe? Les deux. J'hésite pas à recruter.
quand on a besoin d'intégrer la compétence à l'entreprise. Tout simplement parce qu'on a besoin, tous les deux, d'une équipe. On a besoin de créer quelque chose en équipe. On a toujours travaillé comme ça, même avant l'entreprise. Et d'ailleurs, on a eu cette phase-là. Peut-être que ce sera une autre anecdote dans un autre podcast un jour, mais ouais, il faudra qu'on vous le raconte. En gros, il y a un moment donné, on s'est dit, on peut plus travailler que tous les deux. Pourquoi ? Parce que on a tellement d'idées, tellement de choses à faire, parce qu'on est habitué en fait à travailler avec des équipes de 15-20 personnes. 4000 Jusqu'à 4000. Qu'au final, quand on voit tout ce qu'il y a à faire, ça devient impossible à deux. Et donc, recruter, c'est une des solutions. Et le prestataire externe, en fait, c'est utile lorsqu'on a besoin d'un impact à un moment donné sur une expertise. Oui, tout à fait, quand tu n'as pas besoin de la prestation sur un long terme. Par exemple, faire le logo Créacilla, ça paraissait naturel, en fait, qu'on demande ça à un prestataire externe, parce qu'on n'avait pas besoin, dans l'entreprise, à ce moment-là, de recruter un designer qui resterait à plein temps chez nous, quoi. Formation ou auto-formation ? Je dirais que je préfère les formations. Je préfère les formations parce que l'interaction dans les formations est formidable. Il y a des personnes qui sont en formation avec nous, avec qui on peut échanger, avec qui on peut tisser du lien, justement. Et un formateur qui est là pour répondre à nos questions, qui est là surtout pour nous partager son expérience, qui se renouvelle. Voilà, et c'est vraiment génial. J'adore les anecdotes, en fait, pendant les formations. Par contre, on peut pas passer son temps en formation. Et comme je suis extrêmement curieux, j'aime bien aussi m'auto-former régulièrement, lire des bouquins, regarder des tutoriels sur Internet, sur plein de choses. Et voilà, donc l'auto-formation est nécessaire pour assouvir ma curiosité et un besoin d'instant T, mais par contre, je préfère la formation. De toute façon, avec toutes les ressources que tu consommes, je pense que tu t'auto-formes tous les jours. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou très structuré ? Honnêtement, je sais pas parce que j'ai pas été dans un réseau très structuré. Moi, j'aurais tendance à préférer à la cool parce que justement, pour tisser des relations, je trouve que c'est plus simple que quelque chose qui est pas cadré. Malgré tout, quelque chose de cadré, ça permet au moins d'avoir une certaine, le cadre de manière générale, que ce soit dans un réseau, que ce soit dans une entreprise, pour la structuration d'une entreprise ou d'une équipe, une façon de travailler. Ce cadre-là, ça permet de se sentir en sécurité et de savoir où on va. Et du coup, si on n'est pas à l'aise à rencontrer des nouvelles personnes, etc., ou à savoir quoi dire, notamment quand on est débutant. Tout à fait. Et puis, ça donne une petite garantie de résultat ou de... c'est un peu plus rassurant. Téléphone et l'email, ami ou ennemi ? Alors, le téléphone, ami, professionnellement, parce qu'on peut pas s'en passer aujourd'hui. L'autre jour, je voulais prendre le métro et j'arrive au métro parce qu'il faut que je prenne la voiture pour aller jusqu'au métro. Arrivé au métro, je me suis rendu compte que j'avais pas mon téléphone avec moi et en fait j'ai dû faire demi-tour pour aller chercher le téléphone, tout simplement parce qu'on a des applications de sécurité pour déverrouiller les comptes de certains clients, etc., etc. Aujourd'hui, on peut plus rien faire sans téléphone, donc c'est forcément un ami. Mais c'est aussi un ennemi d'une certaine manière parce que quand on a plein de notifications qui arrivent tout au long de la journée, ça peut nous déconcentrer. Donc il faut réussir pour le téléphone à s'autodiscipliner correctement. Ou alors carrément mettre une application qui nous discipline. Pour l'email, c'est plus ennemi. Ouais. C'est plus ennemi parce que très peu de personnes savent utiliser l'email réellement. Déjà, pour le boulot, je dois m'inscrire à des newsletters pour regarder des choses. Alors du coup, j'ai une boîte mail qui est infernale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir peut-être que je crée une nouvelle adresse email pour pouvoir
avoir tous les newsletters au même endroit et que je puisse avoir moi une boîte mail un peu plus structurée. Un email, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est asynchrone. Donc c'est pas comme un chat où on s'attend à ce que la personne réponde à peu près rapidement. Un email, on peut attendre 1, 2, 3 jours avant une réponse, sauf que beaucoup de personnes s'en servent comme un chat. Donc suivre des conversations très longues avec juste une phrase par email, c'est insupportable. Et ensuite, un email avec un compte-rendu qui pourrait être un document écrit de 5 pages, pareil, c'est pas possible. Un email, ça doit être suffisamment concis pour qu'on ait tout de suite de la valeur qui soit expliquée et que l'objet nous fasse comprendre exactement de quoi on parle et que en lisant les 10 lignes qu'il y a dans l'email, ça nous permet d'avoir notre information. Et comme je le dis, mais en fait, très peu de personnes savent utiliser les emails. Il y a des gens qui chattent par email, il y a des gens qui envoient des romans par email. Au bout d'un moment, c'est infernal. Ouais, les ping-pong par email, quand tu rentres de vacances et que tu en as 400 ou 4000 sur ta boîte, c'est pas possible. C'est ça. Journée type ou chaos organisé? Plutôt chaos organisé. J'aime l'idée de me créer une routine autour de ma journée, c'est-à-dire le matin pour pouvoir me mettre dans les bonnes dispositions pour travailler et le soir pour me mettre dans les bonnes dispositions pour me coucher. Mais en vrai, la journée, c'est un petit peu un chaos parce que tout simplement, un chef d'entreprise doit gérer des problématiques au quotidien, nouvelles, et donc on peut pas en fait, prévoir à l'avance ce qui va se passer dans la journée. Et il faut être en mesure de rebondir sur ce qui se passe. Donc quand je peux, je me prévois des moments où je sais ce que je vais faire, etc. J'ai de toute façon les réunions qui sont prévues aussi avec des clients, etc. Mais par contre, je me dis pas, ok, de telle heure à telle heure, je vais travailler en coupant mon téléphone, en coupant ci, en coupant ça, puis après, je vais faire... C'est pas possible. Je préfère me garder la flexibilité d'avoir un rendez-vous client à n'importe quel moment, etc. Et tout comme tu ne travailles pas de 8h à midi, de 14h à 18h, tu peux retravailler de 19 à 23h. Ah, complètement, oui. Et le week-end aussi. C'est ça. Tu dois faire des sacrées journées et des sacrées semaines. Ah oui, oui, il y a des semaines qui sont très chargées, d'autres un peu moins. En fait, voilà, j'aime bien cette flexibilité-là. D'ailleurs, en fait, je trouve que le fait d'avoir un rythme en vague me rend plus efficace que quelque chose de monotone. Tout simplement parce que ça crée des mini-crises qui font que je peux avancer. Lecture vidéo ou podcast? Alors, lecture beaucoup. Pas autant que toi, mais beaucoup. Vidéo énormément. Mes vidéos où j'apprends des choses. Pas du divertissement. Tu apprends quoi? De tout. De tout. Je regarde des vidéos sur le cinéma, je regarde des vidéos sur les mathématiques, sur l'histoire, sur la physique, sur tout domaine en fait qui m'intéresse, la philosophie. C'est pas toi d'ailleurs qui, une fois, c'est quoi? On prenait la route en voiture et tu avais mis un podcast sur c'était un séminaire sur le boson de Higgs et ouais, exactement, ouais. En fait on s'est tapé un truc de 2 heures pour comprendre. Mais c'est passionnant. D'accord, ok. Ouais. Et puis de temps en temps il y a quand même des choses que j'arrive à rapporter sur le sujet du travail, notamment il y a une super chaîne que j'aime bien qui est Fouloscopie, qui étudie en fait la psychologie des foules. Et ça a forcément un impact sur l'organisation des entreprises, des grandes entreprises, donc c'est passionnant. Sport ou art? Sport. Ton entourage et tes amis a-t-il changé depuis que tu es entrepreneur? Non. Non, en fait, il a augmenté.
mais il n'a pas forcément changé. J'ai pas eu de changement de relation avec des personnes. Par contre, je vivais à Paris, je suis allé à Toulouse pour créer l'entreprise. Et du coup, forcément, ça a créé une distance avec les groupes d'amis que j'avais à Paris. Mais on se voit toujours régulièrement, etc. Ils continuent à prendre des nouvelles de ce que je fais, de l'entreprise. Donc, au final, ça n'a pas vraiment changé. Ma famille est toujours ma famille. Et non, ça a plutôt, c'est plutôt le cercle de relations d'entrepreneurs qui se crée à Toulouse qui est très intéressant. Alors, dernière question, Nicolas. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? Plein de conseils. On va dire que le premier conseil que je donnerais, c'est que il faut parler de son projet. En fait, on a souvent l'impression que si on ne parle pas de notre projet, on est sûr de ne pas se le faire piquer. Mais en fait, il faut l'éprouver. Quand on parle de son projet, déjà on apprend à pitcher. On voit si ça intéresse ou pas les gens à qui on parle. Ça permet du coup d'identifier une première cible potentielle. Ça permet d'avoir aussi des personnes qui nous disent attention, est-ce que tu as pensé à ça, ça, ça? Et du coup, d'élargir la vision, de prendre du recul sur ce qu'on fait. Oui, ils te disent pourquoi ça les intéresse, pourquoi ça les intéresse pas. Et du coup, voilà, je pense que ça c'est primordial. C'est un danger de ne pas parler de son projet ouvertement. Quel est le risque? On n'est pas. Le risque, c'est tout simplement de lancer quelque chose et que ça fasse pchit en fait, et qu'on vende à une cible qui n'est pas intéressée, que le projet ne soit pas intéressant en soi. Pour moi, le pire, c'est de passer 2 ans, 3 ans, 5 ans et investir tout son argent, sa maison, sa vie, en fait, là-dedans, et au final, pour se rendre compte que ça n'intéresse personne. Exactement. Et puis, au final, n'importe qui peut entendre ça. Alors, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. On n'est pas obligé d'aller sur Twitter, de faire un @all, @everyone. Je lance un super projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en vrai, on peut le faire. Hein. On peut. Ça peut s'appeler aussi Kickstarter, par exemple. On peut très bien dire, voilà mon projet, est-ce que vous êtes prêt à le soutenir? Ça vous permet de savoir si vous avez des clients ou pas, potentiellement. Mais en vrai, il faut en parler. Voilà. Eric, on l'a rencontré la semaine dernière. Mm-hmm. Donc son épisode sera sorti, je pense, 2 semaines ou 4 semaines avant le tien. Eric nous parlait du fait qu'il a eu une idée, hop, il a lancé une landing page. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te choque de directement mettre en ligne une page Je pense que c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. C'est comment dire? Ça permet de tout de suite voir si ça va marcher ou pas tel quel. Après, si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. C'est là où il faut faire attention. C'est déployer quelque chose, en parler, etc. Il faut derrière aussi être capable de filtrer les retours qu'il y a et de les interpréter correctement. Parce que quelqu'un si on fait une landing page et qu'il n'y a pas d'achat, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. Ça veut peut-être dire aussi que la cible n'était pas bonne ou que la communication est à améliorer. Voilà, il y a plein de possibilités. Et de la même manière, lorsqu'on a une nouvelle idée, j'aime pas ton idée, ou peut-être que tout simplement la personne qui est en train de me parler n'est pas la cible de cette idée. Et du coup, faut pas me dire que je vais abandonner l'idée. C'est vrai que c'est rigolo parce qu'il y a des communications que nous on fait, que les gens qui sont pas dans la cible, ils viennent nous voir, ah non, j'aime pas du tout. Alors qu'en fait, notre cible adore en fait. Il nous fait des compliments, il like, ils viennent nous en parler et tout. On peut pas plaire à tout le monde. Le business, c'est forcément clivant. Au bout d'un moment, il faut faire des choix, faut choisir une cible, il faut quand on parle à tout le monde.
pour la personne. Exactement, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et c'est de la même manière, quand on a une idée, il faut comprendre que lorsqu'on a des retours négatifs, ça ne veut pas forcément dire que l'idée est mauvaise. Ça veut peut-être dire aussi qu'elle n'a pas été soumise à la bonne personne. Merci Nicolas. Merci Bouchra. Comment on te retrouve, Nicolas? Alors, je suis sur tous les réseaux. Non, en vrai, vous me retrouvez sur LinkedIn. Nicolas Escartin. Et puis, il y a la page Créacilla que vous pouvez trouver aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo en ce moment, normalement, vous m'avez déjà trouvé. Ça a laissé un commentaire et il vous répondra. Exactement. À la prochaine. Et si vous voulez qu'on refasse des vidéos tous les deux, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.